C'est un livre intriguant. En plus de raconter sa vie et son parcours d'entrepreneur, l'homme le plus riche du Québec a choisi de parler des liens qui ont été faits entre lui et la mafia. Les descentes policières et la mauvaise presse n'avaient pas fini de salir notre réputation. Notre collègue Gaétan Pouliot accumule depuis 2 ans des documents sur Lino Saputo et des membres de sa famille. Voir notre réputation ternie a été la pire des difficultés que nous ayons connues. Avec plusieurs membres de sa famille, Lino Saputo a réussi de façon spectaculaire en affaires. Saputo Inc. est maintenant la plus grande entreprise de produits laitiers et de fromage au Canada et la 2e en importance aux États-Unis. La compagnie québécoise Saputo a de l'appétit. Saputo achète la compagnie américaine Stella Foods. L'entreprise est planétaire, avec plus de 17 000 employés. On se rappelle surtout qu'elle a sauvé Culinard et ses Joe Louis de l'assimilation à l'américaine Interstate Bakery. Aujourd'hui, la famille Saputo possède une fortune estimée à plus de 6 milliards de dollars, seulement que pour son entreprise phare, Saputo Inc. Mais ce n'est qu'une partie de leur richesse. Ces gratte-ciels emblématiques du centre-ville de Montréal font partie de leur portefeuille immobilier. Les Saputo, c'est aussi le soccer, mais la famille a également des intérêts dans le camionnage et l'industrie forestière. Lino Saputo a littéralement sauvé les forêts de la faillite. La philanthropie est désormais au cœur des activités de Lino Saputo. Les documents que notre collègue Gaétan Pouliot a trouvés mettent en lumière ce qui cloche dans cette autobiographie. Lino Saputo ne dit pas tout. De l'État de New York à l'Arizona, nous avons déterré des secrets qu'il espérait enfouis à jamais. À 82 ans, Lino Saputo a décidé que le moment est venu de raconter son histoire. Quand je fais le bilan, je constate à quel point ma jeunesse a façonné mes priorités et mes choix. La jeunesse de Lino Saputo commence au milieu des années 30 dans le village de Montelepre, en Sicile. Lino Saputo sera le 4e des 8 enfants de Maria et Giuseppe Saputo. Mon père était un commerçant local et fromager de métier. Il tirait sa fierté de la qualité et du goût de ses fromages. Mais la vie change à Montelepre. Après la Seconde Guerre mondiale, le sud de l'Italie est en ruine. La Sicile et notre village de Montelepre se sont mis à ressembler au Far West. La violence y était monnaie courante. La mafia locale s'est mise à jouer un plus grand rôle dans la vie des gens. Les Saputo fuient cette atmosphère et comme des centaines de milliers d'autres Italiens à l'époque, ils tentent de se construire une vie meilleure au Canada. Le 8 décembre 1952, nous avons débarqué à Halifax, d'où nous avons pris un train pour Montréal. C'est dans ce Montréal du début des années 50 que la famille Saputo cherche à gagner sa vie en occupant des petits boulots. Pour permettre à son père de reprendre son métier de fromager, Lino Saputo donne toutes ses économies pour fonder l'entreprise familiale. Une histoire qu'il a souvent racontée, comme lors de cette conférence de presse en 2003. 500 $ pour acheter l'équipement nécessaire pour commencer à faire un peu de fromage à la main, puis la bicycle pour faire les premières livraisons. En septembre 1954, Giuseppe Saputo e Figli a vu le jour. Les affaires vont bien. On passe du vélo à la camionnette pour les livraisons. En 1957, notre entreprise, bien qu'encore modeste, avait grandi. Nous avons acquis une propriété sur la 8e avenue, dans le quartier Saint-Michel. Nous résidions à l'étage et la fromagerie occupait le rez-de-chaussée. Mais au début des années 60, les problèmes commencent. La mafia qu'ils ont fui en Sicile est aussi bien installée dans la métropole. Elle est dirigée d'une main de fer par Vic Cotroni. The man in the Cadillac is Vincenzo Cotroni. He answers to no one in Canada.
L'essor des pizzeries avait donné lieu à une féroce concurrence, notamment de la part d'individus malhonnêtes, parmi lesquels on comptait des membres de la communauté italienne. Désireux de prendre les commandes du marché local, ceux-ci n'hésitaient pas à user de la force. C'est la guerre du fromage, la guerre de la pizza. L'unité spéciale d'enquête sur le crime organisé de la police de Montréal compile les actes de violence et de sabotage dans l'industrie du fromage. L'année 1963 est particulièrement mouvementée. Nœud du camion coupé. Incendie criminel à l'arrière de l'établissement. Acide sulfurique mélangé au lait en fermentation. Explosion à l'intérieur de l'entrée avant. Lino Saputo va aussi goûter à la médecine des individus malhonnêtes. En mai 1963, alors qu'il livre du fromage à un restaurant près de la Petite Italie, il est violemment battu. Dès que je suis entré, on m'a conduit au sous-sol. Là, je me suis retrouvé dans une pièce obscure où 3 hommes m'ont attaqué. L'un d'eux s'est jeté sur moi, armé de ce qui m'a semblé être une batte de baseball. Ils m'ont enjoint de cesser mes activités et de quitter l'industrie. J'étais pétrifié. Quelques minutes plus tard, ils se sont enfuis, me laissant en sang. Selon sa version, Lino Saputo ne sait pas, du moins avec certitude, qui sont ses assaillants. Je ne souhaitais pas émettre d'hypothèse quant à l'identité de mes agresseurs, ni accuser quelqu'un à tort. Mais selon les rapports de police que nous avons obtenus, des témoins au restaurant ont reconnu les truands. Parmi eux, Paolo Violi, qui sera accusé de l'agression de Lino Saputo. Violi emmenait large à Montréal. Jean-Pierre Charbonneau connaît très bien la mafia. Il a écrit un livre de référence et il a travaillé à la commission d'enquête sur le crime organisé, la SECO. La SECO avait identifié le groupe comme étant le groupe Cotroni-Violi. C'est-à-dire les deux ensemble faisaient la paire et pendant plusieurs années ont eu le haut du pavé sur la paire québécoise et montréalaise. Finalement, le chef mafieux Paolo Violi est acquitté de l'agression de Lino Saputo. Les témoins se sont désistés. Mais étonnamment, même si Paolo Violi a été identifié comme son agresseur, cela n'empêche pas Lino Saputo de le fréquenter par la suite. Il se rend aux funérailles du frère de Violi en 70, puis au baptême de l'un de ses enfants à la même époque. Pour ce reportage, Lino Saputo a refusé notre demande d'entrevue. Mais en réponse à nos questions sur les liens avec Paolo Violi et Vic Cotroni, son avocat nous a écrit que de tels contacts sont inévitables lorsqu'on évolue comme M. Saputo au sein d'une petite communauté comme la communauté italienne. Inévitable. Cette réponse étonne, parce que Lino Saputo a aussi choisi de faire des affaires avec Violi et Cotroni. Donc, Vic Cotroni, c'était le dirigeant de la plus grosse organisation criminelle du Québec et du Canada à l'époque. Une organisation criminelle qui est tentaculaire, qui, dans le fond, trempait dans toutes les raquettes. Nous avons obtenu des centaines de rapports policiers rédigés sur le clan Violi-Cotroni pendant les années 70. Plusieurs d'entre eux font état de rencontres entre les chefs mafieux et Lino Saputo. Lino Saputo qui les conseillait dans leur entreprise de pepperoni. Saputo était également un distributeur de leurs produits. À la fin des années 70, il avait été confronté sur ce lien avec Vic Cotroni par nos collègues de CBC. You know Mr. Cotroni, right? But... Yes, I know Mr. Cotroni. I know him as a businessman. I know the Prime Minister. I know many, many people. I know a lot of judges. I know lawyers. I'm a businessman. Étrange relation que celle de Lino Saputo avec les dirigeants de la mafia à Montréal de l'époque, dont l'un d'eux a de surcroît été identifié comme son agresseur. D'autant plus que dans sa biographie, Lino Saputo fait une profession de foi anti-crime organisé. Mon père et mon grand-père maternel m'ont enseigné à ne jamais faire de mal à autrui et à ne pas fréquenter ceux qui recouraient à la violence. Nous respections la loi. Nous nous tenions loin des organisations criminelles
et évitions de leur chercher querelle. Ne pas fréquenter ceux qui recourent à la violence, se tenir loin des organisations criminelles. Lino Saputo a oublié de parler de sa relation avec Violi et Cotroni, mais il a aussi d'autres trous de mémoire. Mon père est décédé le 8 juin 1981. Cette disparition a été une lourde perte pour moi. C'est au décès du patriarche Giuseppe Saputo que Lino Saputo prend complètement les commandes de l'entreprise et il a de grandes ambitions. Je nous imaginais devenir transformateur laitier de premier rang. Les fromages Saputo deviendraient une entreprise multinationale. Lino Saputo devient un homme d'affaires de plus en plus en vue et respecté. Son entreprise prend de l'expansion à l'extérieur du Québec. On semble à des années-lumière de la guerre du fromage et des mafieux qu'a fréquenté Lino Saputo dans les années 60 et 70. Mais ces relations sulfureuses ne sont pas dans le passé. Regardez bien la vidéo qui suit. Sur le plancher de danse d'une réception de mariage, on se déhanche au son du dernier tube de Michael Jackson. Nous sommes en 1983. Le marié, c'est lui, Donald Côté. La mariée, c'est elle, Barbara Vuillaume. Reculons la vidéo. Au début de cette vidéo, obtenue d'une source confidentielle, on voit que le couple semble vivre dans la tranquillité de la campagne. Mais que fait ce Donald Côté dans la vie? Pour le savoir, nous sommes allés à la Bibliothèque nationale fouiller dans les archives des journaux des décennies 60, 70 et 80. Ces documents sont conservés sur microfilm. On découvre que Donald Côté a souvent fait parler de lui. C'est officiellement un bijoutier. C'était pas juste un bijoutier. Si ça avait été un bijoutier, on n'aurait pas trop parlé de lui. Mais je veux dire, ce bijoutier-là trempait dans toutes sortes de raquettes. Ici, dans les affaires judiciaires de la presse. Accusé de voie de fait avec l'intention de mutiler ou de défigurer M. Cousineau. Un criminel violent. Nous découvrons qu'au début des années 60, il a été condamné pour avoir battu sauvagement un opposant politique d'un maire d'une municipalité de la Rive-Sud de Montréal. Donald Côté était pas un petit... C'était pas du menu frottin. C'était un caïd. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait atteint, qui avait gravi les échelons. Et les gens qui le fréquentaient, c'était les plus hauts personnages de ce qu'on appelle le crime organisé. Il est aussi accusé et reconnu coupable d'avoir importé illégalement des diamants au Canada avec une complice. La jeune femme aurait eu 20 000 $ de diamants dissimulés sur sa personne. Il sera aussi accusé dans 2 affaires de meurtre, mais ne sera pas reconnu coupable. Les 2 hommes avaient été criblés de balles avant d'être déposés dans le coffre d'une automobile qu'on avait ensuite incendiée. OK, là, il est en une. Le 29 janvier 80. Moins de 3 années avant son mariage, Donald Côté fait la une du Journal de Montréal pour une affaire de cocaïne. Il sera toutefois acquitté. Pendant son mariage, il attend son procès pour une grosse fraude de près d'1 million de dollars. Et puis là, l'idée m'est venue qu'il était peut-être temps que je donne l'importance à une personne que j'aime bien, qui est Barbara. Barbara Vuillaume, la femme avec laquelle Donald Côté va se marier, a aussi des antécédents judiciaires. Avant de changer de nom, elle s'appelait Marie-Louise Nolan. C'était elle la complice de Côté dans l'affaire des diamants importés illégalement. Le couple était aussi soupçonné de tremper dans le trafic de drogue. Monsieur Donald Côté, voulez-vous prendre mademoiselle Marie Vuillaume, qui est ici présente, pour votre légitime épouse? Avançons plus loin dans la vidéo, pendant la réception du mariage. On aperçoit Lino Saputo à la table des desserts, un homme d'affaires respectable. Que fait-il là? Donald Côté est pourtant à coquiner à l'époque avec les plus illustres membres de la mafia.
Le lien entre les Cotroni et Donald Côté était très proche, et même il était fiché chez les policiers comme étant un acolyte, quelqu'un de très près du giron aussi de Paolo Violi. Rappelons les propres paroles de Lino Saputo dans son autobiographie. Ne pas fréquenter ceux qui recourent à la violence, se tenir loin des organisations criminelles. Pourtant, Lino Saputo n'était pas un invité ordinaire au mariage. Il était le témoin de Donald Côté. Sa femme, Mirella Saputo, était témoin de la mariée. Lors de la réception, Lino Saputo et sa femme sont à la table d'honneur. Nous avons posé des questions à Lino Saputo sur sa relation avec Donald Côté, mais dans la lettre de son avocat, il ne dit pas un mot sur ce sujet. Les mariés sont heureux. La soirée se termine. Les couples dansent. New York. C'est justement dans cet État que nous découvrirons des liens encore plus étroits entre Lino Saputo et l'un des plus importants mafieux de l'histoire des États-Unis. Bonjour, madame. Lino Saputo. Bonjour, M. Saputo. Marie-Maude Denis. Lino Saputo se fait rare en entrevue. Oui, oui. Mais en 2007, nous avions fait connaissance lors de sa tournée des médias pour démentir des allégations qui l'associaient au crime organisé. Moi, je le sais que je ne suis pas impliqué pour aucune considération. Quand on l'associe à la mafia, Lino Saputo hausse le ton. Je peux vous garantir que jamais, soit de près ou de loin, la mafia était associée avec Saputo ou la famille Saputo ou l'entourage de Saputo. Les fausses rumeurs, selon lui, découlent d'un événement survenu dans les années 60, qu'il qualifie d'erreur de parcours. On parle de l'année 63-64. Vous savez, c'est une lettre que mon père avait signée à l'époque pour inviter M. Bonanno à participer dans son entreprise à l'époque. M. Bonanno, c'est Joe Bonanno, longtemps le mafioso le plus puissant d'Amérique. Corruption, trafic de drogue et meurtre. Et la lettre, la voici. Cher Monsieur Bonanno, vos conseils nous ont été très utiles au fil des ans. Nous sommes prêts à vous donner 20 des parts dans nos compagnies contre un investissement d'environ 8 000 $. Au même moment, Bonanno essaie d'immigrer au Canada, avec l'appui des Saputo. Mais 8 jours après la fameuse lettre d'entente, il fait la manchette. Jugé indésirable, Joseph Bonanno, candidat à la citoyenneté canadienne, a été refoulé aux États-Unis d'ordre de la Cour. On le soupçonne d'être l'un des chefs de la Cosa Nostra, organisation internationale de malfaiteurs. Mais quand mon père a su la réputation de M. Bonanno, il n'a jamais donné suite il n'y a jamais une transaction qui a été faite. Lino Saputo a répété cette explication à plusieurs reprises. Aucun lien avec Joe Bonanno après 1964. Malgré tout, cette affaire lui colle à la peau. Les tentatives visant à investir dans le marché de l'Ontario, du Vermont et de l'État de New York ont échoué en grande partie en raison des allégations criminelles que les médias avaient fait peser sur nous. Quelles allégations criminelles? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'État de New York? Pour comprendre, nous allons à la bibliothèque d'Albany, la capitale de l'État de New York. À l'aube des années 80, Lino Saputo demande un permis pour faire le commerce du lait. Mais le département de l'agriculture de l'État de New York s'y oppose et tient des audiences pour éclaircir les liens entre Joe Bonanno et Saputo. Ça, c'est plus clair. JB. Ah, mais 20 regarde en haut, regarde. les actionnaires. Stockholders. Tout de ces audiences, la preuve, les transcriptions des témoignages, a été conservé et tient sur ces feuilles de plastique. On a vu Lino
plusieurs fois. Des milliers de pages, car cette simple affaire administrative s'est transformée en enquête d'envergure. Des policiers de plusieurs États américains, du FBI et de la GRC au Canada, sont mis à contribution. Eugene Eman, puis... Eugene Eman, ça a dû être un témoin important à l'époque dans cette affaire-là. Puis, 10 jours d'audience avec des témoins, dont un certain Gene Eman qui semble avoir dit des choses importantes. C'est un policier de l'Arizona, là où habitait Joe Bonanno. Nous allons tenter de le retrouver. You're going to go left on Kramer. Le voici, ce témoin clé, ce fameux Gene Eman. C'est un ex-agent du FBI et de la police de l'État de l'Arizona. C'est un quartier tranquille, très sécuritaire. Gene Eman nous guide à Tucson, en Arizona, dans le quartier où habitait le chef mafieux Joe Bonanno. Le policier à la retraite est l'un des rares à lui avoir passé les menottes après avoir enquêté sur lui pendant des années. C'est la rue Sierra Vista. Son adresse était le 255. C'est là qu'il y a une grosse poubelle, environ dans 100 verges. Sa maison sera sur la droite. La voici, la maison où l'ex-parrain de la mafia, Joe Bonanno, demeurait. C'est ici que Gene Eman et sa petite équipe ont mené une opération hors du commun dans les années 70. Fouiller les poubelles de Joe Bonanno. Il y avait 2 poubelles en acier galvanisé, côte à côte. L'opération secrète des policiers éboueurs dure 3 ans et demi. Comme on le voit sur ces photos, elle était chorégraphiée avec précision. 45 secondes top chrono. Gene Eman et un collègue étaient dans cette fourgonnette. Ils arrêtaient devant la maison de Bonanno chaque matin de la collecte des ordures. J'attrapais les poubelles et je les tirais au fond de la camionnette. Mon collègue prenait les sacs de Bonanno, les remplaçait par d'autres sacs et je remettais les poubelles sur le trottoir. Puis, on partait. Dans les poubelles, les policiers découvrent des bouts de papier déchirés. Joe Bonanno est un mafieux organisé. Il se fait constamment des listes de choses à faire. En le surveillant et en l'étudiant, nous avons appris qu'il était le mafieux le plus puissant des États-Unis et qu'il avait une influence au Canada. Les notes de Joe Bonanno sont triées et recollées dans un bureau de police secret à l'arrière d'un magasin de meubles de Tucson. Avec ces notes, on a commencé à comprendre ses habitudes. Il appelait au Canada assez souvent. Et pourquoi appelait-il au Canada assez souvent? Nous avons découvert avec les notes qu'il avait un intérêt financier dans les fromages Saputo. Un intérêt secret, caché du public. Après un certain temps, les policiers ont assez de preuves et obtiennent un mandat pour perquisitionner chez Joe Bonanno. Ils saisissent des boîtes de documents. Nous sommes en 1979. Mais la collecte des ordures qui suit leur apprend qu'ils n'ont pas tout trouvé. 3 jours après la perquisition, il a sorti ses poubelles comme d'habitude et jeté 1200 nouvelles notes. De toute évidence, il a paniqué. Il voulait se débarrasser de ces documents qui le liaient encore plus étroitement avec les fromages Saputo. Les documents démontrent que la relation entre Joe Bonanno et Lino Saputo est soutenue. Il semble que non seulement ils faisaient des affaires ensemble, mais leur relation était très amicale. Ils semblaient interagir de manière très harmonieuse.
C'était une relation de longue date. Gene Hammond et ses collègues ont recueilli plusieurs autres documents sur Saputo. Et j'ai une copie de ces notes, de toutes les notes. Gene Hammond nous invite chez lui. Donc, ce sont toutes vos archives personnelles. Vous n'avez pas vu ces boîtes depuis plus de 30 ans? 37 ans. Gene Hammond nous attendait pour se replonger dans cette enquête parce qu'au moment de notre visite, il venait tout juste de récupérer ses vieux documents. Ces documents sont en français? Ça semble être de la documentation que Saputo a fournie à Joe Bonanno pour montrer ce qui se passait dans la compagnie Saputo. Non seulement Joe Bonanno avait des documents financiers internes de l'entreprise Saputo, mais le terme « liquido » ou « argent comptant » revient souvent dans les notes du mafieux en référence à Saputo. Et les policiers ont aussi retrouvé cet objet révélateur dans les poubelles de Bonanno. Ce ruban attachait une liasse de 1000 $. Ça faisait partie d'un transfert de 51 000 $. Selon l'enquête policière, cet argent comptant provenait d'entreprises liées à Saputo. Pour le juge Charles Brightel, ce n'est pas une simple théorie policière. Le juge Brightel était un éminent juriste. Pendant 12 ans, il a siégé ici, dans la Cour d'appel de l'État de New York, dont il était le juge en chef. Une fois à la retraite, c'est lui qui a présidé l'enquête administrative sur la demande de permis pour faire le commerce du lait qu'a demandé Lino Saputo. Les audiences se sont tenues à Albany en 1980, ici, dans cette salle. Le juge Brightel a entendu les arguments des deux côtés. Et il a conclu que Bonanno avait bel et bien une relation avec les fromages Saputo. Lino Saputo a témoigné pour nier ses liens avec Joe Bonanno. Il a déposé cette lettre du juge Denis Dionne. Le juge Dionne a présidé la commission d'enquête sur le crime organisé au Québec. Il écrit qu'il n'a pris connaissance d'aucun élément qui justifierait une enquête sur les Saputo. Mais cela n'a pas fait le poids pour le juge Brightel. Il a rejeté leur demande de permis dans l'État de New York. C'était un revers gigantesque, parce que c'était déjà une entreprise qui brassait des millions de dollars. Dans son livre, Lino Saputo passe très vite sur ces événements et n'en parle que pour remercier ceux qui ont témoigné en sa faveur. Même si le juge a rejeté notre demande au terme de l'audience, leur geste m'a beaucoup touché. Mais Lino Saputo ne dit pas un mot sur les conclusions accablantes du juge Brightel, notamment que le chef mafieux avait bel et bien des parts dans les compagnies des Saputo. Joseph Bonanno avait un intérêt économique significatif sur une période de temps considérable, avec plusieurs entreprises canadiennes de fromage appartenant à des membres de la famille Saputo et à Lino Saputo en particulier. Les enjeux étaient très grands. Bonanno était connu dans l'État de New York. Dit simplement, c'était lui, le parrain. Le juge Brightel a aussi conclu que Lino Saputo a menti. Lino Saputo a tenté de cacher son implication et celle de ses entreprises avec Bonanno, et il a fait des déclarations fausses et trompeuses. L'un des mensonges de Lino Saputo, c'est une visite clandestine documentée par le FBI et dont Lino Saputo n'avait aucun souvenir. Contrairement à ces affirmations, Lino et sa femme ont bien rencontré Joe Bonanno à Tucson au début de 1970. Mais quand mon père a su la réputation de M. Bonanno, il n'a jamais donné suite à la... Il n'y a jamais une transaction qui a été faite. Les documents retrouvés par Gene Hammond et ses collègues prouvent une relation beaucoup plus longue, qui a duré au moins jusqu'à la fin des années 70. Mais ce n'est pas tout. Dans les notes, il y a un nom qui nous intrigue beaucoup. Pepe Fredo, ou Fredo.
suivi d'un numéro de téléphone à Montréal. Nous appelons. Revenons à Tucson, en Arizona. Nous appelons Pepe Fredo. Ce nom de code et son numéro de téléphone apparaissent à plusieurs reprises dans les notes du chef mafieux Joe Bonanno en lien avec Lino Saputo à la fin des années 70. Pas de réponse. Mais qui est ce Pepe Fredo si important dans l'enquête de Gene Hammond? Avec l'aide de la Gendarmerie royale du Canada, il a fini par découvrir sa véritable identité. On avait des noms liés à des numéros de téléphone. La GRC nous a appris à qui ils appartenaient, donc à qui Bonanno parlait. Pepe Fredo fait partie de la famille Saputo. Comme à l'époque, il habite toujours cette résidence cossue de Montréal et c'est un important homme d'affaires. Nous allons bientôt vous dire de qui il s'agit. Regardons d'abord ce document inédit qui le concerne. Un document exceptionnel que nous avons obtenu d'une source confidentielle. C'est une vidéo d'une fête familiale chez les Rizzuto à Montréal. Ces images ont été captées en 1995 à l'occasion du 50e anniversaire de mariage de Niccolo Rizzuto et Libertina Mano. À cette époque, Niccolo Rizzuto n'est rien de moins que le parrain du crime organisé au Canada. L'un des moments forts de la vidéo, c'est cette scène surréaliste. Devant la maison familiale, des musiciens mettent de l'ambiance pour les invités qui attendent les jubilaires. Et quand la famille sort de la maison, les musiciens entament le thème du film Le Parrain. Les Rizzuto affichent ouvertement leur rang dans la mafia. Le fameux Pepe Fredo, maintes fois mentionné dans les notes de Joe Bonanno, est présent à la fête. Dans son livre, Lino Saputo parle de lui à une occasion. Nous avons fondé Petra, aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés immobilières fermées au Québec, avec à son actif plus de 8,3 millions de pieds carrés à Montréal. Mon cher ami et beau-frère Giuseppe Borsellino en est le président. Pepe Fredo, c'est lui, Giuseppe Borsellino. Il a épousé Elina Saputo, la sœur de Lino. Bien qu'il soit beaucoup moins connu du grand public que son beau-frère, Giuseppe Borsellino est un magnat de l'immobilier à Montréal. Giuseppe Borsellino est étroitement lié aux entreprises de la famille Saputo depuis les années 60. L'enquête de Gene Hammond dans les poubelles de Joe Bonanno démontre que Giuseppe Borsellino servait d'intermédiaire entre le chef mafieux et Lino Saputo. Si possible, j'aimerais entendre la voix de ton beau-frère et parler avec lui. Rappelons-le, bien qu'il n'ait jamais été formellement accusé de meurtre, Joe Bonanno était un redoutable criminel. On savait que Bonanno, qui avait une relation avec les Saputo et les Borsellino, avait 80 meurtres à sa feuille de route. Certains qu'il avait commis lui-même, mais la plupart qu'il a commandés. C'était un homme violent et il avait une relation avec eux. Giuseppe Borsellino et Bonanno se parlaient au téléphone. Ils se donnaient des rendez-vous. Cher Peppo, téléphone-moi lundi, le 1er décembre 1975 à 7h p.m., ton heure. Il notait beaucoup de détails liés à Borsellino. L'heure à laquelle il allait l'appeler, ou qu'il allait recevoir un appel, à une certaine cabine téléphonique, à une date précise. Et vous avez pu confirmer ça? On l'a confirmé parce qu'on surveillait les cabines téléphoniques. Souvent, il prenait la même, située dans le corridor d'un hôpital.
Parfois, mon collègue du FBI se couchait sur une civière près du téléphone pour entendre les conversations. Cette lettre de Giuseppe Borsellino, écrite au milieu des années 70 à l'intention de Joe Bonanno, en dit long sur leur relation. Cher Joe, je ne sais pas comment m'excuser pour l'appel téléphonique que je n'ai pas passé. Je sais que m'excuser ne sert à rien, mais je peux vous assurer que ce jour-là, j'étais au tribunal pour une petite affaire. Je me permets de joindre à ce courrier une photo de notre fille, afin que vous puissiez la connaître. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que votre famille. Et en attendant de vous parler au téléphone, je vous envoie mes plus cordiales salutations. Les notes de Bonanno indiquent que les deux hommes parlaient aussi d'argent. Appelez Pepe Fredo. Parlez de la grève des postiers et de l'argent. De retour à Montréal, nous composons de nouveau le numéro de téléphone de Pepe Fredo, qui se trouvait dans les poubelles de Joe Bonanno. Allô? Oui, bonjour. J'aimerais parler avec M. Giuseppe Borsellino, s'il vous plaît. Non, il n'est pas ici. Je suis bien à la résidence de M. Borsellino et de Mme Saputo? Oui, oui. Et c'est toujours le numéro de téléphone de Giuseppe Borsellino. Il a refusé de nous parler, et Lina Saputo aussi. Dans une lettre, leur avocat affirme que M. Borsellino n'a rien à se reprocher. Dans ses boîtes, Gene Hammond a retrouvé un compte-rendu d'une conversation entre les policiers de l'Arizona et la GRC datant de 1976 au sujet de Lino Saputo et Giuseppe Borsellino. Les Saputos sont connus comme des acteurs du crime organisé et ils sont sous enquête depuis des années. Qu'ont fait les autorités canadiennes avec toutes les informations retrouvées dans les poubelles de Joe Bonanno? Je sais qu'ils ont perquisitionné le domicile de Saputo. Je ne sais pas quel a été le résultat. Et je n'ai pas eu connaissance d'aucun suivi. Je ne sais pas tout ce que fait la GRC, mais au meilleur de notre connaissance, ça s'est terminé là. Lino Saputo et Giuseppe Borsellino n'ont jamais fait l'objet d'accusations. Quinze ans après la fin de l'enquête de Gene Hammond, on retrouve encore Giuseppe Borsellino en présence de dirigeants de la mafia. De retour dans la résidence des Rizzuto en 1995. Les anciens représentants du clan Bonanno à Montréal, Paolo Violi et Vic Cotroni, sont morts. Ce sont maintenant Niccolo Rizzuto et son fils Vito qui sont aux commandes de la mafia. Le jour des noces d'or, ils reçoivent des gens proches dans leur maison, dont certains criminels de haut rang, comme cet important trafiquant d'héroïne condamné. On en profite aussi pour prendre des photos de famille. Quelques personnes ont le privilège de se faire photographier avec le parrain de la mafia. Parmi eux, Elina Saputo et Giuseppe Borsellino. Et selon des documents de renseignement policiers, Giuseppe Borsellino a poursuivi ses contacts avec des membres du clan Rizzuto au moins jusqu'au milieu des années 2000. Nous avons demandé à Lino Saputo de commenter les contacts de son beau-frère avec les Rizzuto. Il n'a pas répondu à cette question. Mon rêve, ça a toujours été de laisser une bonne réputation, puis je vais la laisser, la bonne réputation. Pourquoi Lino Saputo a-t-il décidé de publier un livre dans lequel il répète ses mensonges sur sa relation avec Joe Bonanno? We didn't sell any shares to Mr. Bonanno. Pourquoi ment-il depuis des décennies en niant tout lien avec le crime organisé? Je peux vous garantir que jamais, soit de près ou de loin, la mafia était associée avec Saputo ou la famille Saputo ou l'entourage de Saputo. Parce que cela aurait certainement compromis les entrées de la famille Saputo dans la communauté des affaires. La nomination de Lino Saputo à la Banque nationale, où il a siégé au conseil d'administration pendant 10 ans. À l'influence politique de la famille, Giuseppe Borsellino était un collecteur de fonds officiel du Parti libéral du Québec. À la remise de récompenses, comme ce doctorat honorifique qu'il a reçu de l'Université Concordia. Aux décorations les plus prestigieuses. Lino Saputo,
Au nom du peuple québécois, je vous fais officier de l'Ordre national du Québec. Aux plus grands honneurs au pays, comme de recevoir l'Ordre du Canada des mains du gouverneur général. Est-ce que Lino Saputo aurait été autant applaudi par la société québécoise et canadienne s'il avait dit la vérité sur ses liens passés avec le crime organisé?